aussi. C'est encore possible de vivre les doigts passés, de reprendre force, évidant la main cachée. Mes chers compatriotes congolais, la gravité de la situation que connaît notre pays ne permet pas à un véritable Congolais, surtout à un responsable congolais, de dormir ou de se reposer. Raison pour laquelle nous, personnellement, comme j'avais promis, je reviendrai vers le peuple congolais. Je reviendrai vers vous. Parce que le moment est très grave. Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe d'être distraits parce qu'il y va non seulement de notre avenir, mais de l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, j'ai fait une démarche particulière. Je veux remettre sur la table ce que moi je considère comme le débat de fond. Je ne veux pas le faire avec un esprit de jugement ou de querelle ou de conflit, non. Nous sommes arrivés à une situation fatidique, mes frères, et l'histoire demain va nous juger. Nous sommes devant une bifurcation où nous prenons la mauvaise voie et nous coulons avec notre peuple, où nous prenons la bonne voie et nous sauverons non seulement notre peuple, mais nos enfants et toutes les générations à venir. La responsabilité que nous portons actuellement, en ce moment de l'histoire, est une responsabilité extrêmement lourde. Raison pour laquelle je voudrais que nous puissions nous concentrer sur une seule problématique qui nous intéresse et qui doit nous intéresser. C'est l'état de santé de notre maman Congo, la République démocratique du Congo. C'est tout ce qui doit nous intéresser en ce moment. Mettons nos sentiments de côté, nos orgueils de côté. Regardons quelle est la meilleure solution pour sauver ce pays. C'est pour ça que moi je reviens sur le débat de fond. Pourquoi je persiste et signe que ce pays, le diagnostic du mal dont nous souffrons est que ce pays, notre pays, la République démocratique du Congo, est occupé. Et pourquoi je considère tous mes collègues et compatriotes de la classe politique congolaise, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, pourquoi je les considère comme des collabos ou des complices. Quand on dit collabo, les uns voient l'injure. Le terme collabo vient simplement du mot français collaborationniste qu'on a utilisé pendant l'occupation française. Et on a abrégé en termes collabo. C'est comme si on dit vous êtes complice de vol. On ne vous injurie pas, on vous qualifie. Moi j'appelle collabo tous les cadres congolais qui traitent directement ou indirectement avec le régime d'occupation qui est sur place dans notre pays. Et j'aimerais qu'on revienne à ce débat-là. Parce qu'il ne suffit pas d'injurier, il ne suffit pas de se fâcher, mais qu'on puisse se convaincre argument contre argument. C'est ce que moi, je veux faire aujourd'hui. Je ne veux pas être trop long, mais je veux le faire avec des faits. Je ne veux pas dans ce débat, je ne m'adresse pas à des incultes, ceux qui sont incapables d'accéder à la dialectique,
d'accéder à une sorte d'herméneutique des faits historiques de notre pays qui puisse nous donner la lumière pour avoir une vision, mais qui n'ont que l'injure comme langage. Ceux-là, ces sauvageants, ne m'intéressent pas. Je m'intéresse aux intellectuels, aux Congolais qui peuvent venir avec des arguments pour dire, écoutez, moi je vais aujourd'hui vous présenter des faits, des arguments. Amenez-moi des contre-arguments pour détruire, pour dire, Monsieur Mbanda, ce que vous avez dit numéro 1, c'est faux. Numéro 2, c'est faux. Voici la vraie version et voici la vraie solution. J'aimerais que nous puissions échanger argument contre argument. Les idiots s'abstenir. Le débat s'adresse aux intellectuels. Quand je parle d'intellectuels, je ne parle pas de diplômes universitaires. Je parle des Congolais qui ont conscience de l'avenir de leur pays et qui réfléchissent sur l'avenir de ce pays, non pas sur leurs petits sentiments tribal ou personnels ou d'intérêt matériel, non, mais sur l'intérêt du Congo. Le problème est grave. Voilà pourquoi je préfère remettre ce débat-là sur la table des discussions. Et le vrai problème, c'est que moi je vais commencer avec des axiomes. Vous allez peut-être dire vos axiomes sont mauvais et j'attendrai que vous me présentiez vos axiomes à vous. Les constats, quand je parle d'axiomes, ce sont les constats de base. Ce sont les vérités de base desquelles découlent d'autres des vérités. Mon axiome de base, le constat de base, découle du phénomène de la stratégie de nos ennemis. C'est peut-être cynique ce que je vais dire, mes frères, mais la force de Tutsis, Rwandais et Ougandais et Burundais, et surtout Rwandais et Ougandais, qui ont envahi notre pays. La force de ce lobby Tutsi, c'est leur capacité de mensonge et de mentir. C'est ce qui donne leur force, c'est ce qui leur donne la force de nous dominer. Parce que ce lobby Tutsi, si vous voulez combattre votre ennemi, il faut le connaître. Ce lobby Tutsi a une capacité formidable de mentir au monde entier pendant des dizaines d'années. Dans un monde actuel de la mondialisation, il faut reconnaître que c'est un exploit. Je ne le dis pas en l'air, je prends deux faits qui nous concernent indirectement et directement. Le premier gros mensonge que eux, les Tutsis, le lobby Tutsi a réussi, c'est le génocide de 1994. Je dis bien le génocide de 1994. Ça veut dire que moi, je reconnais qu'il y a eu génocide. Parce que les Rwandais, les Tutsis rwandais, dès que vous abordez le problème de fond, ils ont un seul argument: vous êtes négationniste. Je ne suis pas négationniste. Je ne nie pas le phénomène du génocide. Je persiste et signe, je l'ai fait à travers mes écrits, que le génocide a bel et bien eu lieu au Rwanda. Ça ne se discute pas, c'est un fait historique. Mais ce qui est grave, c'est que les Tutsis ont fait porter seule la responsabilité de ce génocide au seul Hutu. Alors que ce sont les Tutsis qui ont conçu, planifié, déclenché et exécuté le génocide qui s'est passé au Rwanda. Aujourd'hui, eux, qui étaient les auteurs et les agresseurs, ils ont réussi à présenter au monde entier que c'est eux les victimes et les Hutus sont
les criminels. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de criminels Hutus. Si il y a eu des criminels Hutus, mais ceux qui ont planifié, demain, l'histoire rétablira la vérité. Et nous, tant que nous sommes vivants, on se battra pour ça. Parce que ça a été le premier gros mensonge qui a préparé un deuxième gros mensonge qui intéresse vous et moi en tant que Zaïrois et Congolais. C'est le mensonge dans notre pays. Ces gens ont camouflé beaucoup de choses. D'abord, ils ont camouflé l'agression. Ensuite, ils ont voulu camoufler l'occupation. Aujourd'hui, je fais bien la différence parce que j'aimerais que nous fassions un débat intellectuel avec des faits. Je ne vais pas faire de la théorie ni de la philosophie, croyez-moi. Je reviens 2 pieds sur terre. Mais il y a deux étapes. Il y a l'agression d'un pays. C'est lorsque les forces combattent pour renverser le pouvoir établi. Et l'occupation, c'est lorsqu'ils ont renversé le pouvoir, ils s'installent. Ça, c'est l'étape de l'occupation. Alors, je parle maintenant d'abord de mensonges au niveau de l'agression. Quand ils nous ont agressés, ils ont menti. Ils ont utilisé aussi le mensonge. Ils ne se sont pas présentés comme étant les vrais agresseurs. Ils se sont présentés comme étant, ils ont fait tout pour que le monde croie qu'il s'agit d'une affaire congolo-congolaise. Mais mes frères, à ce sujet, moi, je ne vais pas aujourd'hui dans ce débat faire beaucoup de théories. Ils ont présenté au monde entier, ils avaient présenté au monde entier la thèse selon laquelle l'AFDL, une affaire des Congolais avec un leader congolais qui a combattu la dictature de Mobutu pour renverser Mobutu. Et le peuple congolais, fort de ce mensonge, a accueilli les Rwandais sous les cris de vive les libérateurs. Mais il y a, en 2000, il y a eu un documentaire. Dans un documentaire Afrique en morceaux, que je vous présente comme ma première pièce à conviction dans ce débat, de Gianni El Tari, qui est sorti en l'an 2000, que vous connaissez, et que je vais remettre sur la circulation pour ceux des Congolais qui n'ont pas encore, ou qui ont oublié, ou qui n'ont pas encore vu ce documentaire. Dans ce documentaire, mes frères, ceux qui avaient présenté l'affaire comme étant une affaire congolo-congolaise, une guerre civile, mais comme chaque géant a sa faiblesse, la faiblesse des Tutsis, c'est leur orgueil. Par souci d'orgueil, je ne sais pas, jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas l'heureuse erreur qu'ils ont commise de faire ces témoignages publics qui met fin au débat. Parce que dans ce documentaire, Afrique en morceaux, 3 leaders Tutsi, Yoweri Museveni, Paul Kagame, James Kabarebe, font le témoignage. D'abord, Yoweri Museveni, il raconte avec dédain comment il est allé ramasser Laurent Désiré Kabila pour le mettre à la tête. C'est lui qui a choisi, c'est pas un Congolais. Il a dit, nous, j'ai cherché, et il dit même, comme cela, en se grattant la tête, je crois que pour nous, Laurent Désiré Kabila qui parlait bien le Swahili convenait, et ils l'ont pris. Il dit, les Américains n'étaient pas d'accord, j'ai convaincu les Américains. Et je l'ai présenté à Paul Kagame, qui était le chef des opérations. Paul Kagame lui-même reconnaît avec autant de mépris qu'il a reçu Laurent Désiré Kabila.
son physique ne lui faisait pas confiance, mais comme il était recommandé par Museveni, il acceptait. James Kabarebe vient mettre la cerise sur le gâteau. Il dit lui-même dans ce documentaire que je vous invite à revoir, que je suis allé ramasser, c'est le mot qu'il a utilisé, ramasser les leaders politiques congolais par-ci par-là. Ils ne se connaissaient pas et ce n'était pas facile de les mettre ensemble pour qu'on présente quelque chose qui ressemble à une affaire des Congolais. Mes frères, moi je m'arrête là. Et j'ai dit, à partir de ce moment où les voleurs eux-mêmes avouent que comment ils ont organisé le vol et ils ont volé, quel débat voulez-vous faire encore devant le tribunal pour prouver qu'ils sont voleurs? Les gens qui nous ont agressés ont décrit eux-mêmes dans un document que nous tous nous avons en main comment ils ont préparé l'agression. En ce qui concerne l'occupation, parce que j'ai dit je vais parler avec des faits. En ce qui concerne l'occupation, en 1997, quand ils ont pris le pays, la situation que nous avons connue à partir de ce moment, c'est ça que moi j'appelle l'occupation. Mais cette situation a été déjà dénoncée. Parce que quand ils ont fait l'occupation, c'est-à-dire ils ont pris possession de l'impérium dans notre pays. C'est eux qui ont pris le commandement réel de notre pays. Et cette situation-là, mes frères, moi j'ai sorti un document qui n'a pas beaucoup circulé, mais que je remets à votre disposition. Ces gens, ce document, c'est le témoignage de Laurent Désiré Kabila, qui lui est venu avec les Rwandais. Ce sont les Rwandais, disons plutôt mieux, ce sont les Rwandais qui sont venus avec lui. Le témoignage d'Afrique en morceaux est là. Ce sont les Rwandais qui l'ont pris, qui l'ont mis comme étiquette et l'ont amené. Et c'est que les trois responsables rwandais ont dit. Laurent Désiré Kabila le confirme dans un document. L'entretien qu'il a eu au Gabon après l'attaque du 2 août 1998, l'entretien qu'il a eu avec la communauté congolaise du Gabon nous fournissent beaucoup d'éléments que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous, qui nous enseignent et qui nous donnent toutes les indications sur ce que aujourd'hui la classe congolaise refuse de voir et refuse de débattre et refuse de prendre en considération, alors que c'est cela qui constitue le nœud même du problème. C'est pourquoi je préfère que nous puissions d'abord prendre 5 minutes pour écouter ce que Laurent Désiré Kabila dit dans ce document. Après avoir suivi ce qu'il dit, et je vous dis, pour vous situer, que ce qu'il est en train de dire là, c'est au Gabon, c'est certainement dans les années 99-2000, parce que c'est après la deuxième agression du 2 août, la deuxième agression rwandaise du 2 août 1998. Alors, suivons d'abord Laurent Désiré Kabila et après, nous allons ensuite analyser ensemble, tirer les conséquences de ce court extrait de son adresse à la diaspora congolaise. Et j'ai compris qu'il n'était pas congolais alors. Et j'ai compris qu'il n'était pas congolais alors. J'ai dit nous étions infiltrés alors. Infiltrés au sommet de l'État. Nous étions infiltrés alors. Infiltrés au sommet de l'État.
Un ministre des Affaires étrangères, un ministre des Affaires étrangères, parce que l'armée qui s'est retirée était rwandaise. Un ministre congolais, un ministre d'État a disparu. Il a abandonné sa femme à Kinshasa avec les enfants. Vous voyez encore le problème avec les Congolais. C'est grave. Il nous laisse beaucoup de problèmes. Il est là et maintenant il crie qu'il veut venir. Bon, le voilà devenu un chef de guerre de la rébellion. Et ils sont allés ramasser tous les autres rebus que vous connaissez. Les Tambo et Mwamba, les Zaïdi Ngoma, l'autre là, Lunda Boululu, Wamba Diawamba. Et vraiment une kermesse de gens, en tout cas, corrompus et inutiles. Pardon, le Bizi Makara, qui était mon ministre des Affaires étrangères, que je croyais congolais, à ma très grande surprise, quand j'avais demandé à cette armée de se retirer, et avait déjà fermé devant lui, ils disent, leur armée se retire, ils se sentent en insécurité. Je dis, mais non, votre armée reste. C'est l'armée rwandaise qui se retire. C'est pas la vôtre. Mais ils ont disparu. Et j'ai compris qu'ils n'étaient pas congolais alors. Parce que l'armée qui s'est retirée était rwandaise. Un ministre congolais, un ministre d'État a disparu. Un ministre des Affaires étrangères a disparu. J'ai dit, nous étions infiltrés alors. Infiltrés au sommet de l'État. Alors ainsi on aura pu découvrir des documents où Kagame dirigeait ces gens-là, où il complotait pour que les Tutsis prennent la tête de ce grand pays qui n'est pas le leur. Alors ça en est trop, hein. Ce pays ne leur appartient pas. Ils veulent en prendre la tête. Quoi? Mais c'est pas possible, ça a été très grave. On a vu tout ça, si seulement on l'avait su avant, ça aurait été bien. Mais le conflit a éclaté après. Ils tentent le conflit, ceux qui n'ont pas pu réussir avec le coup d'État, qui avait échoué le 2 août. Et maintenant, je le vois en train d'échouer encore. Notre peuple se défend. Je suis très heureux que vous tous ayez pris conscience de la gravité de la situation pour nous mettre tous ensemble, tous les partis politiques confondus, chez nous. Tous les Congolais se sont mis ensemble derrière le gouvernement. Ils m'ont soutenu, je dois l'avouer très sincèrement. Et je ne sais même pas ce que je ferai pour les rendre. Mes frères, comme vous venez d'entendre et de voir ces aveux de Laurent Désiré Kabila, quand il le fait même en riant, moi ça me fait mal. Parce que c'est une situation extrêmement grave. Mais moi, je relève de cet extrait. J'ai fait allusion, j'ai utilisé ce document dans le dernier livre que j'ai coécrit avec Patrick Mbeko, Stratégie du chaos et du mensonge. J'ai fait allusion à ce document où, là-dedans, lors de cet entretien, il fait même allusion aux discussions qu'il a eu avec Madame Albright et où il lui a raccroché le téléphone à l'oreille. Donc, quand on voit cet extrait que j'ai choisi pour notre réflexion d'aujourd'hui, je relève d'abord une chose, c'est que Laurent Désiré Kabila confirme que le pays est occupé.
Il confirme que le pays est occupé. Il stigmatise l'imposture. Il stigmatise l'imposture comme étant la méthode que les Rwandais ont utilisée pour infiltrer notre pays. Vous avez vu comment il parle de son échange avec Bizi Makara, qui lui dit, Monsieur le Président, nous partons parce que notre armée se retire. Alors, il dit à Bizi Makara, non, votre armée reste, c'est l'armée rwandaise qui s'en va. Mais quand il constate que Bizi Makara est parti, alors il dit, comme s'il se réveillait d'un sommeil hypnotique, il dit, c'est alors que j'ai compris qu'il n'était pas congolais. Voilà le drame, c'est ça mon frère, mes frères. Le drame partait de là. Et Bizi Makara n'était pas seul, mais Laurent Désiré Kabila dit, je me réveille et je me rends compte effectivement qu'ils n'étaient pas congolais, mais qu'ils étaient nombreux, qui avaient revêtu par imposture l'identité congolaise. C'est le problème et le débat que je poursuis aujourd'hui. Parce que cette situation perdure aujourd'hui. Non seulement perdure, ça s'est amplifié aujourd'hui. 15 ans après, cette situation est devenue 10 fois plus grave. Tous ces gens sont revenus. Ils sont là. Laurent Désiré Kabila a eu un entretien très chaud, houleux. Dans un autre document, Yero Diandombasi fait la narration. Ça se trouve dans le documentaire Afrique en morceaux, où il a eu un échange houleux avec James Kabarebe, qui s'était présenté comme Congolais, chef d'état-major de l'armée congolaise. Mais lorsque Laurent Désiré Kabila a découvert tout ce grand complot, je ne lui fais pas un procès d'intention. Parce qu'il regrette, il le dit lui-même, je regrette si j'avais su avant. Il regrette. Ne l'avait-il pas réellement su avant? Oui ou non? Ce n'est pas aujourd'hui que je vais faire son procès d'intention. Mais ce que je retiens, c'est que lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était piégé, il s'est réveillé, il s'est dressé et il a chassé ces gens. Mais il y a surtout un détail que j'aimerais relever. Laurent Désiré Kabila dit quelque chose d'extrêmement important. Je relève ça pour répondre à certaines critiques que les gens me font. Parce qu'aujourd'hui, je veux que nous puissions nous comprendre. Laurent Désiré Kabila dit, j'ai réalisé que nous étions alors infiltrés jusqu'au sommet. C'est ce qu'il a dit au moins 3 fois dans l'extrait que nous avons tous vu. Nous étions donc infiltrés jusqu'au sommet. Mais c'est le chef de l'État qui dit. C'est l'homme qui dit ça, Laurent Désiré Kabila. Quand il disait ça, il était président de la République. Mais quand le président de la République se plaint devant ses compatriotes que je suis infiltré, le pays est infiltré jusqu'au sommet, alors que c'est lui le sommet, mais il faisait pas allusion à lui. Il voulait dire que bien que je suis chef de l'État, mais il y a les postes légaliens, les postes d'impérium qui font que je sois chef d'État, qui font que je sois le sommet, parce que ce poste-là constitue le sommet de l'État, parce que c'est eux qui donnent le pouvoir au chef d'État. Tous ces sommets étaient infiltrés. C'est la situation que nous relevons aujourd'hui. Quand nous disons, quand je dis à vous, frères congolais, que le problème n'est pas Kabila, Kanambe, pour ne pas faire la confusion. Le problème n'est pas Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Le problème n'est pas lui. Parce que même Laurent Désiré Kabila, à cette position-là, subissait déjà l'occupation. Vous comprenez cela? Ça veut dire que Laurent Désiré Kabila
venait de réaliser qu'il y avait un système, tout le système du pouvoir était verrouillé, était infiltré, occupé par les étrangers. Voilà pourquoi je dis, ce n'est pas en disant simplement nous dialoguons, Kanambe de côté, et puis après nous prenons les choses, ça ne résout pas les problèmes. Parce que j'atterris sur la problématique la plus importante pour moi et vous. C'est la question que je vais poser. Mes frères, expliquez-moi, vous qui dites que Honoré Mbanda est en train de faire un débat de distraction. J'ai même entendu dernièrement un homme politique congolais qui est passé en Europe, en France. On lui pose la question sur les problèmes identitaires des leaders et de leurs femmes qui nous dirigent et qui prétendent nous diriger. Il répond c'est de la distraction. Mais alors j'ai dit, nous sommes devant un danger. Lorsqu'un leader congolais, dans les circonstances actuelles, considère que le débat identitaire au Congo est de la distraction, alors j'ai dit, c'est peut-être moi qui ne comprends rien à la politique congolaise, ou alors nous n'avons pas, ou alors les autres ne sont pas à leur place. C'est pour ça que j'ai dit, débattons le problème. Que le leader qui dit que c'est de la distraction nous dise, est-ce que Laurent Désiré Kabila était dans la distraction? C'était le nœud du problème. Et là, c'est pour ça que j'ai dit, je reviens maintenant sur le problème de fond. Laurent Désiré Kabila, congolais, a découvert que par un complot des Rwandais, le pays était infiltré et occupé, et a pris la décision de chasser les Rwandais. Il les a chassés, ces Rwandais sont revenus à l'attaque pour réoccuper le pays. Et si j'ouvre une parenthèse, parce que j'y reviendrai, s'ils ont échoué le 2 août, c'est parce que le peuple entier s'est dressé face à cette vague d'occupation. Le peuple. Et c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Face à ce système d'occupation qui était revenu le 2 août pour reprendre le pays, ce n'est pas le dialogue, ce n'est pas les élections, ce n'est pas le débat politique, c'était le peuple qui était sorti et qui s'est dressé. Et on voit à la fin de l'entretien, Laurent Désiré Kabila dire « Je ne sais même pas ce que je dois rendre à ce peuple qui m'a soutenu pour le remercier. » Donc il avait compris et il a répété sa maintes reprises que c'est grâce au peuple qui était debout qu'on a pu résister à la vague d'occupation. Nous avons vu qu'une fois qu'on a recouru au soulèvement populaire, on a retenu l'occupation. Toutes les fois qui ont suivi, dialogue et tout, on n'a jamais réussi. Alors aujourd'hui, pourquoi ne revenons-nous pas à la seule solution qui a réussi le 2 août 1998? Pourquoi? Alors, la grande question que je voulais poser, parce que là, j'ai dit j'ouvrais une grosse parenthèse. La grande question que je voudrais vous poser à vous, mes frères, vous qui me dites, ah, Bissotozen intérieur, nous sommes ici à l'intérieur, nous combattons à l'intérieur, nous travaillons avec lui à l'intérieur, mais ce que vous faites là, c'est le débat de distraction. Moi, je vais vous poser une question. Le débat identitaire sur l'identité Hippolyte Kanambe, vous considérez que ça n'a plus de sens. Mais répondez-moi à cette question. Laurent Désiré Kabila, comment lui qui est congolais, il combat les Rwandais. Disons mieux, les Rwandais le combattent parce qu'il a résisté et il a repoussé cette occupation qu'il venait de découvrir. Ils l'ont combattu jusqu'à l'assassiner. Comment pouvez-vous expliquer, mes frères, que le fils congolais, je concède, je vous donne maintenant une concession, que Joseph Kabila, le fils congolais,
de Laurent Désiré Kabila, congolais, qui a chassé les Rwandais, comment son fils congolais, qui l'a succédé au pouvoir, fait revenir tous ces assassins rwandais au Congo. Et non seulement il les fait revenir au Congo, il fait revenir toute leur armée, tout ce système que son père congolais avait combattu. Et quand je dis il a fait revenir le système, je parle aujourd'hui avec des faits. Plus de 25 000 militaires rwandais sont aujourd'hui au sein de notre armée, au travers de vos histoires de mixage. 25 000 Rwandais sont dans l'armée et la police congolaise. Non seulement ça, 354 officiers rwandais sont au sein de notre armée, dont 160 colonels rwandais. Dans l'entretemps, par l'ordonnance du 7 juillet 2013, le même fils de Laurent Désiré Kabila, congolais, fait mettre à la retraite 445 officiers supérieurs congolais, dont 37 généraux. On prend 37 généraux congolais, on les met prématurément à la retraite, et on prend 32 généraux rwandais, ceux qui avaient envahi le pays et avaient assassiné son père, il les remet à la place et aujourd'hui, il désarme les garnisons des Congolais pour les faire équiper les armées rwandaises. Expliquez-moi un peu, mes frères, comment vous conciliez ces deux faits. Le fils congolais de Laurent Désiré Kabila, congolais, mais aujourd'hui, tous ces assassins sont revenus. Laurent Désiré Kabila nous parle de Bizi Makara est là, de James Kabarebe, il est là. Tous ces gens, Roubaix-Roy, il est là. Tous ces gens sont revenus et ils sont autour de lui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Et quand on soulève ce problème et les autres frères disent non, c'est de la distraction. Mais c'est là le fond du problème, mes frères. Parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, personne parmi vous, si vous accédez au pouvoir, vous êtes incapable de diriger. Vous n'aurez pas l'impérium. Vous n'aurez pas l'impérium. L'impérium est entre les mains des Rwandais. Je vous ai sorti un document de 30 pages qui vous présente des faits, des noms, des postes. Ce n'est pas de la théorie. Et ces gens sont là, vous les connaissez. Les postes sont là. Vous êtes capable de pouvoir les vérifier. Je n'ai pas entendu un seul homme politique congolais venir me dire, ah voilà, monsieur Mwanda, ce que vous avez dit, Bizi Makara n'est pas dans cette position-là, Roubaix-Roy ne joue pas ce rôle-là, Bisengimana n'est pas à cette position-là, qu'on vienne me le dire, jamais. Mais on dit tout simplement distraction. Mais on distrait sur ce qui n'existe pas. Mais là, nous sommes devant une situation fondamentale. C'est ça qui fera que demain, nous soyons libres ou pas. Nous soyons capables de libérer ce pays ou pas. C'est là le point fondamental. Et là, je passe à l'axiome numéro 3. C'est au niveau de la légitimation de l'occupation. Au niveau de la légitimation de l'occupation, nous vivons la même chose. Parce que le pouvoir d'occupation qui est mis en place par Hippolyte Kanambe et qui recourt au mensonge et à l'imposture pour s'installer avait un problème.
Le problème est quoi? C'est dans le temps. Il faut lui donner une légitimation. Il faut lui donner, n'est-ce pas, une légitimité internationale. C'est ce qui a fait qu'en 2006 déjà, ils ont trouvé une recette. Et cette recette, c'est quoi? C'est le processus démocratique. Des élections dites démocratiques, la mascarade électorale. Et ce processus-là, moi, j'appelle ça le miroir aux alouettes. C'est de la stratégie du miroir aux alouettes que les Rwandais ont mis sur pied et qui tue aujourd'hui le peuple congolais. Cette stratégie du miroir aux alouettes. Le mirage qu'on a mis sur place pour faire courir tous les Congolais. Quand on fait bouger, alors tous les alouettes suivent l'éclat. Et c'est ça, le Congolais, dès qu'on lui fait bouger pouvoir et argent, il pique sans savoir ce qu'il y a derrière. C'est là, c'est exactement la même situation. Parce que aujourd'hui, mes frères, l'imposture dans notre pays est à tous les niveaux. Mais qui donne la légitimation à ce pouvoir d'occupation? Ce sont les Congolais eux-mêmes, la classe politique congolaise. Quand elle fait les yeux doux, quand elle accepte d'être manipulée par le pouvoir d'occupation qui est en place pour qu'on fasse croire à ce pouvoir d'occupation qu'elle est légitime. C'est là où se situe réellement le nœud du problème qui nous préoccupe aujourd'hui. Pourquoi j'ai dit qu'il y a cette complicité de la classe politique congolaise dans ce processus? Eh bien, pour que le monde, parce que le problème c'est la communauté internationale qui est quelque part complice, mais pour que cette communauté internationale, comme nous avons vu en 2006 et en 2011, puisse donner un bel habit ou une belle apparence à ce régime d'occupation, il a fallu que on présenta au monde entier la mascarade électorale qui ont eu lieu en République démocratique du Congo comme étant des élections réellement démocratiques. Et pour ça, il a fallu la participation des Congolais. Et quand on parle de participation des Congolais, je veux dire, et le monde entier sait, on vise les personnalités congolaises les plus en vue. Et nous devons reconnaître que dans notre pays, il y a des personnalités congolaises les plus en vue. La preuve, en ce moment, ils se sont servis d'eux en 2006. Si l'UDPS n'avait pas participé au processus électoral, elle n'aurait jamais été crédible. En 2006, lui, Michel, a fait des mains et des pieds. Il a fait la cour à l'UDPS pour que l'UDPS puisse s'inscrire au processus électoral. Parce que l'UDPS avait refusé de participer au processus électoral. J'ai eu le contact avec mes frères de l'UDPS à l'époque, qui avaient la même position que nous pour ne pas participer aux élections. Je les ai encouragés à ne pas accepter. C'est le docteur Bouira qui avait conduit cette délégation. Mais quand ils sont rentrés, parce que les Congolais ne savent pas résister au charme des Européens, eh bien, Étienne Tshisekedi a cédé et a décidé de s'impliquer au processus électoral. Mais ils n'ont jamais autorisé, après, à l'UDPS, la promesse qu'ils lui avaient faite de prolonger le délai électoral pour que ces candidats s'inscrivent. Il n'y a pas eu un seul candidat de l'UDPS. Mais ils ont eu
Le quitus de l'UDPS, ils ont brandi ça dans CNN et partout. L'UDPS s'est impliqué, donc le processus est devenu crédible grâce aux Congolais. Il en a été de la même chose pour le MLC, dont Jean-Pierre Bemba a été le challenger, et tous nous le savons. Ça a été présenté au monde entier comme étant réellement démocratique. Mais ici, une fois de plus, les Congolais ont voté, mais les Congolais ne peuvent pas élire. Parce que j'ai fait une différence entre voter et élire. Ce sont deux opérations qui sont différentes. On peut considérer que c'est la même, c'est pas tout à fait la même chose. Le vote, c'est lorsque vous allez dans les urnes pour déposer vos bulletins. Ça, c'est l'opération de vote. Mais la véritable élection s'est faite au dépouillement. C'est là qu'on va déterminer les élus. Alors, le peuple vote, et c'est la seule opération qu'il mène démocratiquement, devant les caméras et tout. Mais quand vient l'étape de l'élection proprement dite, du dépouillement et de la reconnaissance du résultat, le peuple est complètement exclu, les candidats congolais sont exclus, parce que tout le mécanisme est entre les mains des occupants. Mes frères, c'est ça que j'appelle le système. Parce que même quand vous entrez, vous qui combattez pour les élections, mais examinez votre procédure. Tous les paradigmes qui constituent la crédibilité même d'une élection sont entre les mains de qui, mes frères? La CNI. Aujourd'hui, en République démocratique, depuis 2006, est contrôlée par qui? Par le pouvoir d'occupation. Nomination comme manipulation. Par le pouvoir d'occupation. Vous savez ce qui s'est passé en 2006? Le cardinal Etcho avait interpellé Abbé Malumalu parce que l'Église catholique connaissait le résultat de ce qui s'était fait en 2006. Mais pour avoir dit ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, vous connaissez la suite. Ce qui est arrivé au cardinal Etcho. Avant de mourir, je ne l'ai jamais dit, je ne le dirai pas encore, il y a des choses que nous dirons le moment venu. Mais c'est que les gens ne savent pas que le cardinal Etcho fut mon grand frère par adoption. Parce que pour devenir prêtre, son père étant polygame, on ne pouvait pas lui permettre de s'engager dans la prêtrise, il fallait trouver un père catholique, chrétien, et c'est mon père qui avait été choisi comme son père adoptif. Il n'allait pas en vacances chez son père biologique, il venait en vacances chez mon père. C'est comme cela que on l'a connu comme étant l'aîné de la famille. C'est lui qui a béni mon mariage dans la cathédrale de Kinshasa. Quand il a été atteint, chaque fois qu'il venait en Europe, il venait manger chez moi. Il m'a appelé, il m'a dit des choses, il dit « Honoré, je vais mourir ». J'ai dit « Dans ce cas, j'arrive ». Il dit « Non, ne viens pas là où je suis. C'est dangereux. Tika Nakei. Mais voilà la vérité. » Mais il est mort parce qu'il a mis le pied là où il ne fallait pas, parce qu'il a voulu dénoncer. Vous ne contrôlez pas la CNI. Vous ne contrôlez pas le pouvoir organisateur, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, les cours et tribunaux. Tout ça, c'est entre les mains de qui? La police qui veille sur la sécurité des urnes. Les gens qui vont commander au niveau maintenant des finances et du budget. Les gens qui sortent l'argent pour commander les appareils électroniques pour les élections, qui programment déjà des logiciels à partir des lieux de fabrication. Quelle chance, mes frères, avez-vous
de pouvoir réussir le contrôle des élections dans les circonstances de l'occupation. Aucune. Je ne parle pas ici encore de la force militaire. J'entre dans votre processus, dans votre système de pensée, parce qu'il s'agit d'un débat, pour réfléchir comme vous. Mais là-dedans, quand j'ai réfléchi, je trouve qu'il n'y a aucune chance de pouvoir échapper. Alors j'ai dit, il faudrait que nous puissions faire marche arrière pour faire crédibiliser les élections. En 2011, ils ont fait la même chose, mais quand je reviens en 2006, quand ils ont su que ces élections, Jean-Pierre Bemba les a gagnées, mais vous avez vu, l'Imperium a été arraché avec des coups de but et de canon à travers la ville de Kinshasa, où il y a eu des cadavres à travers les rues. Mais pour faire oublier tout ça, les occupants ont eu recours à qui? Aux Congolais. Bemba décide d'un côté, Tshisekedi décide de l'autre, ils sont allés prendre une autre icône, Gizenga, ils ont dit, en le mettant comme premier ministre, on dit ce sont les Congolais eux-mêmes qui dirigent les affaires. Et l'affaire a été jouée, les Congolais ont été divisés, ils ont commencé à se cogner entre eux, ceux qui ont des raisons tribales et autres pour se ranger derrière Gizenga se sont rangés, il est allé prendre un fils à Mobutu pour aller faire croire maintenant, bon, il y a maintenant réconciliation entre clan Kabila et clan Mobutu, comme si lui, il était du clan Kabila. Tout ça, c'est ce que j'appelle le miroir aux alouettes. Ça vous éblouit et ça vous empêche de voir la réalité qui est derrière le miroir. On vous éblouit, mais derrière le miroir, quelqu'un veut simplement vous capturer. Comme des alouettes. C'est ça le problème. Nous avons vécu cela. Nous avons vécu cela en 2006. Nous allons revu et revécu cela en 2011. Alors, je pose simplement la question de fond, mes frères. Allons-nous continuer dans un chemin où nous n'avons eu que échec sur échec sur échec, où nous devrons dire, tiens, ici nous avons tenté et le diagnostic que nous avons fait ne nous donne pas la bonne solution. Alors pourquoi ne pas, j'ai dit bien pourquoi ne pas par honnêteté dire, examinons sur base des faits le diagnostic que nous présentent aussi d'autres frères. Je suis peut-être seul parmi la classe politique pour défendre ce que je défends. Mais ouvrez les yeux. Il y a des écrivains, des étrangers qui ont fait la même démarche, qui ont abordé la même démarche et qui ont abouti au même résultat que moi. Et les faits que je vous présente ici montrent clairement que aujourd'hui, la véritable situation que nous avons, c'est la négligence de notre classe politique, notre négligence sur la réalité du problème de fond. Et ce problème de fond, c'est que les étrangers qui veulent prendre notre pays, comme Laurent Désiré Kabila l'a dit, nous avons saisi des documents où Kagame prépare ses frères Tutsi à prendre la tête de notre pays qui n'est pas la leur. Il avait découvert cette situation depuis 1998 et jusqu'aujourd'hui, 18 ans après, nous ne sommes pas encore capables de tirer les leçons, mes frères, de cette vérité.
Nous sommes là en train de dire, parce que nous avons une portion d'intérêt à gauche et à droite, que ce problème-là, c'est de la distraction. Ce dirigeant congolais aujourd'hui, qui se lève devant son peuple durant tout ce temps, parce que c'est ce que moi je constate, et qui ne lui dit pas la vérité, comment il pourra mener ce peuple à la solution? Que ceux qui vous appellent à des marches populaires pour aller présenter le carton jaune et le carton rouge, que ceux qui vous appellent à des meetings populaires vous disent une fois pour toutes, qu'ils répondent devant vous, quel est le mal dont souffre le Congo? Est-ce que ils reconnaissent que le Congo est occupé par les puissances politiques, militaires, financières, étrangères, rwandaises et ougandaises, oui ou non? Est-ce qu'ils reconnaissent qu'aujourd'hui, le territoire congolais à l'est du pays a perdu toute souveraineté, oui ou non? Est-ce que le problème d'aujourd'hui peut être résolu par l'élection du seul président de la République en mettant Kaname de côté, oui ou non? Pourquoi n'ose-t-il pas dire au peuple congolais, le pays est occupé? Parce que, quelque part, tous, ils ont signé des compromis avec des Rwandais. Voici la vérité. Si tel n'est pas le cas, alors qu'on m'explique pourquoi. Parce que j'ai présenté par des faits ici la preuve de l'occupation depuis Laurent Désiré Kabila, qu'il a reconnu, et la situation que Laurent Désiré Kabila a dénoncée, non seulement elle est encore vraie aujourd'hui, mais elle s'est amplifiée parce que chaque fois que nous donnons du temps aux occupants rwandais, ils s'organisent pour renforcer des racines. Alors, une seule question, pas une question de querelle, une seule question qui se pose. Quel est le diagnostic du mal dont souffre le Congo et quelle est la solution que nous devons appliquer de ce diagnostic-là? Laissons un peu de côté tous les débats sentimentaux. Regardons les faits. J'ai parlé ici des faits. Je n'ai pas parlé des individus, j'ai parlé des faits. J'ai présenté des faits qui montrent la réalité de l'occupation aujourd'hui. Et c'est ce débat-là, à cette réponse-là, que l'élite congolaise qui me suit comprenne que si vous n'êtes pas capable de transcender les bas sentiments tribaux, le bas sentiment affectif, le bas sentiment matériel, alors vous allez être responsable de ce qui va arriver à notre pays demain. Regardez devant vous. Ceux qui ont eu des milliards, ils sont partis, mais pas avec $1 en poche dans leur cercueil. Par contre, on leur posera la question, qu'avez-vous laissé pour la génération à venir? C'est ce débat-là que je veux engager avec le peuple congolais, l'élite congolaise, pour que nous choisissions la bonne solution très rapidement. Et je suis ouvert à ces débats. Qu'on vienne me convaincre du contraire. Inget, que Dieu vous bénisse. On nous parle à la seule solution qui a réussi le 2 août 1998. Pourquoi?
Alors, la grande question que je voulais poser, parce que là, j'ai dit, j'ouvrais une grosse parenthèse. La grande question que je voudrais vous poser à vous, mes frères, vous qui me dites, ah, Bissotozen intérieur, nous sommes ici à l'intérieur, nous combattons à l'intérieur, nous travaillons avec lui à l'intérieur, mais ce que vous faites là, c'est le débat de distraction. Moi, je vais vous poser une question. Le débat identitaire sur l'identité Hippolyte Kanambe, vous considérez que ça n'a plus de sens. Mais répondez-moi à cette question. Laurent Désiré Kabila, comment lui qui est congolais, il combat les Rwandais. Disons mieux, les Rwandais le combattent parce qu'il a résisté et il a repoussé cette occupation qu'il venait de découvrir. Ils l'ont combattu jusqu'à l'assassiner. Comment pouvez-vous expliquer, mes frères, que le fils congolais, je concède, hein, je vous donne maintenant une concession, que Joseph Kabila, le fils congolais de Laurent Désiré Kabila, congolais, qui a chassé les Rwandais, comment son fils congolais, qui l'a succédé au pouvoir, fait revenir tous ces assassins rwandais au Congo. Et non seulement il les fait revenir au Congo, il fait revenir toute leur armée, tout ce système que son père congolais avait combattu. Et quand je dis il a fait revenir le système, je parle aujourd'hui avec des faits. Plus de 25 000 militaires rwandais sont aujourd'hui au sein de notre armée, au travers de vos histoires de mixage. 25 000 Rwandais sont dans l'armée et la police congolaise. Non seulement ça, 354 officiers rwandais sont au sein de notre armée, dont 160 colonels rwandais. Dans l'entretemps, par l'ordonnance du 7 juillet 2013, le même fils de Laurent Désiré Kabila congolais fait mettre à la retraite 445 officiers supérieurs congolais, dont 37 généraux. On prend 37 généraux congolais, on les met prématurément à la retraite et on prend 32 généraux rwandais, ceux qui avaient envahi le pays et avaient assassiné son père, il les remet à la place et aujourd'hui, il désarme les garnisons des Congolais pour les faire équiper les armées rwandaises. Expliquez-moi un peu, mes frères, comment vous conciliez ces deux faits. Le fils congolais de Laurent Désiré Kabila, congolais, mais aujourd'hui, tous ces assassins sont revenus. Laurent Désiré Kabila nous parle de Bizi Makara est là, de James Kabarebe, il est là. Tous ces gens, Roubaix-Roy, il est là. Tous ces gens sont revenus et ils sont autour de lui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Et quand on soulève ce problème et les autres frères disent non, c'est de la distraction. Mais c'est là le fond du problème, mes frères. Parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, personne parmi vous, si vous accédez au pouvoir, vous êtes incapable de diriger. Vous n'aurez pas l'impérium. Vous n'aurez pas l'impérium. L'impérium est entre les mains des Rwandais. Je vous ai sorti un document de 30 pages qui vous présente des faits, des noms, des postes. Ce n'est pas de la théorie et ces gens sont là, vous les connaissez. Les postes sont là. Vous êtes capable de pouvoir les vérifier. Je n'ai pas entendu un seul homme politique congolais
venir me dire, ah voilà, monsieur Mwanda, ce que vous avez dit, Biji Makara n'est pas dans cette position-là, Rouberoa ne joue pas ce rôle-là, Bisengimana n'est pas à cette position-là, qu'on vienne me le dire, jamais. Mais on dit tout simplement distraction. Mais on distrait sur ce qui n'existe pas. Mais là, nous sommes devant une situation fondamentale. C'est ça qui fera que demain, nous soyons libres ou pas. Nous soyons capables de libérer ce pays ou pas. C'est là le point fondamental. Et là, je passe à l'axiome numéro 3. C'est au niveau de la légitimation de l'occupation. Au niveau de la légitimation de l'occupation, nous vivons la même chose. Parce que le pouvoir d'occupation qui est mis en place par Hippolyte Kanambe et qui recourt au mensonge et à l'imposture pour s'installer avait un problème. Le problème est quoi? C'est dans le temps. Il faut lui donner une légitimation. Il faut lui donner, n'est-ce pas, une légitimité internationale. C'est ce qui a fait qu'en 2006 déjà, ils ont trouvé une recette. Et cette recette, c'est quoi? C'est le processus démocratique. Des élections dites démocratiques, la mascarade électorale. Et ce processus-là, moi, j'appelle ça le miroir aux alouettes. C'est de la stratégie du miroir aux alouettes que les Rwandais ont mis sur pied et qui tue aujourd'hui le peuple congolais. Cette stratégie du miroir aux alouettes, le mirage qu'on a mis sur place pour faire courir tous les Congolais. Quand on fait bouger, alors tous les alouettes suivent l'éclat. Et c'est ça, le Congolais, dès qu'on lui fait bouger pouvoir et argent, il pique sans savoir ce qu'il y a derrière. C'est là, c'est exactement la même situation. Parce que aujourd'hui, mes frères, l'imposture dans notre pays est à tous les niveaux. Mais qui donne la légitimation à ce pouvoir d'occupation? Ce sont les Congolais eux-mêmes, la classe politique congolaise. Quand elle fait les yeux doux, quand elle accepte d'être manipulée, tout est possible. C'est encore possible. C'est encore possible de vivre les doigts passés, de reprendre force, évidant la main cachée. mes chers compatriotes congolais, la gravité de la situation que connaît notre pays ne permet pas à un véritable Congolais, surtout à un responsable congolais, de dormir ou de se reposer. Raison pour laquelle nous, personnellement, comme j'avais promis, je reviendrai vers le peuple congolais. Je reviendrai vers vous. Parce que le moment est très grave. Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe d'être distraits parce qu'il y va non seulement de notre avenir, mais de l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, j'ai fait une démarche particulière. Je veux remettre sur la table ce que moi je considère comme le débat de fond.
Je ne veux pas le faire avec un esprit de jugement ou de querelle ou de conflit, non. Nous sommes arrivés à une situation fatidique, mes frères, et l'histoire demain va nous juger. Nous sommes devant une bifurcation où nous prenons la mauvaise voie et nous coulons avec notre peuple, où nous prenons la bonne voie et nous sauverons non seulement notre peuple, mais nos enfants et toutes les générations à venir. La responsabilité que nous portons actuellement, en ce moment de l'histoire, est une responsabilité extrêmement lourde. Raison pour laquelle je voudrais que nous puissions nous concentrer sur une seule problématique qui nous intéresse et qui doit nous intéresser. C'est l'état de santé de notre maman Congo, la République démocratique du Congo. C'est tout ce qui doit nous intéresser en ce moment. Mettons nos sentiments de côté, nos orgueils de côté. Regardons quelle est la meilleure solution pour sauver ce pays. C'est pour ça que moi je reviens sur le débat de fond. Pourquoi je persiste et signe que ce pays, le diagnostic du mal dont nous souffrons est que ce pays, notre pays, la République démocratique du Congo, est occupé. Et pourquoi je considère tous mes collègues et compatriotes de la classe politique congolaise, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, pourquoi je les considère comme des collabos ou des complices. Quand on dit collabo, les uns voient l'injure. Le terme collabo vient simplement du mot français collaborationniste qu'on a utilisé pendant l'occupation française. Et on a abrégé en termes collabo. C'est comme si on dit vous êtes complice de vol. On ne vous injurie pas, on vous qualifie. Moi j'appelle collabo tous les cadres congolais qui traitent directement ou indirectement avec le régime d'occupation qui est sur place dans notre pays. Et j'aimerais qu'on revienne à ce débat-là. Parce qu'il ne suffit pas d'injurier, il ne suffit pas de se fâcher, mais qu'on puisse se convaincre argument contre argument. C'est ce que moi, je veux faire aujourd'hui. Je ne veux pas être trop long, mais je veux le faire avec des faits. Je ne veux pas dans ce débat, je ne m'adresse pas à des incultes, ceux qui sont incapables d'accéder à la dialectique, d'accéder à une sorte d'herméneutique de faits historiques de notre pays qui puisse nous donner la lumière pour avoir une vision, mais qui n'ont que l'injure comme langage. Ceux-là, ces sauvageants, ne m'intéressent pas. Je m'intéresse aux intellectuels, aux Congolais qui peuvent venir avec des arguments pour dire, écoutez, moi je vais aujourd'hui vous présenter des faits, des arguments. Amenez-moi des contre-arguments pour détruire, pour dire, monsieur Mbanda, ce que vous avez dit numéro 1, c'est faux. Numéro 2, c'est faux. Voici la vraie version et voici la vraie solution. J'aimerais que nous puissions échanger argument contre argument. Les idiots s'abstenir. Le débat s'adresse aux intellectuels. Quand je parle d'intellectuels, je ne parle pas des diplômes universitaires. Je parle des Congolais qui ont conscience de l'avenir de leur pays et qui réfléchissent sur l'avenir de ce pays, non pas sur leurs petits sentiments tribal ou personnels ou d'intérêt matériel, non, mais sur l'intérêt du Congo. Le problème est grave. Voilà pourquoi je préfère remettre ce débat-là sur la table des discussions. Et le vrai problème, c'est que moi je vais commencer avec des axiomes. Vous allez peut-être dire vos axiomes sont mauvais et j'attendrai que vous me présentiez vos axiomes à vous. Les constats, quand je parle d'axiomes, ce sont les constats de base.
Ce sont les vérités de base desquelles découlent d'autres des vérités. Mon axiome de base, le constat de base, découle du phénomène de la stratégie de nos ennemis. C'est peut-être cynique ce que je vais dire, mes frères, mais la force de Tutsis, Rwandais et Ougandais et Burundais, et surtout Rwandais et Ougandais, qui ont envahi notre pays. La force de ce lobby Tutsi, c'est leur capacité de mensonge et de mentir. C'est ce qui donne leur force, c'est ce qui leur donne la force de nous dominer. Parce que ce lobby Tutsi, si vous voulez combattre votre ennemi, il faut le connaître. Ce lobby Tutsi a une capacité formidable de mentir au monde entier pendant des dizaines d'années. Dans un monde actuel de la mondialisation, il faut reconnaître que c'est un exploit. Je ne le dis pas en l'air, je prends deux faits qui nous concernent indirectement et directement. Le premier gros mensonge que eux, les Tutsis, le lobby Tutsi a réussi, c'est le génocide de 1994. Je dis bien le génocide de 1994. Ça veut dire que moi, je reconnais qu'il y a eu génocide. Parce que les Rwandais, les Tutsis rwandais, dès que vous abordez le problème de fond, ils ont un seul argument: vous êtes négationniste. Je ne suis pas négationniste. Je ne nie pas le phénomène du génocide. Je persiste et signe, je l'ai fait à travers mes écrits, que le génocide a bel et bien eu lieu au Rwanda. Ça ne se discute pas, c'est un fait historique. Mais ce qui est grave, c'est que les Tutsis ont fait porter seule la responsabilité de ce génocide au seul Hutu. Alors que ce sont les Tutsis qui ont conçu, planifié, déclenché et exécuté le génocide qui s'est passé au Rwanda. Aujourd'hui, eux, qui étaient les auteurs et les agresseurs, ils ont réussi à présenter au monde entier que c'est eux les victimes et les Hutus sont les criminels. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de criminels Hutus. Si il y a eu des criminels Hutus, mais ceux qui ont planifié, demain, l'histoire rétablira la vérité. Et nous, tant que nous sommes vivants, on se battra pour ça. Parce que ça a été le premier gros mensonge qui a préparé un deuxième gros mensonge qui intéresse vous et moi en tant que Zaïrois et Congolais. C'est le mensonge dans notre pays. Ces gens ont camouflé beaucoup de choses. D'abord, ils ont camouflé l'agression. Ensuite, ils ont voulu camoufler l'occupation. Aujourd'hui, j'ai fait bien la différence parce que j'aimerais que nous fassions un débat intellectuel avec des faits. Je ne vais pas faire de la théorie ni de la philosophie, croyez-moi. Je reviens deux pieds sur terre. Mais il y a deux étapes. Il y a l'agression d'un pays. C'est lorsque les forces combattent pour renverser le pouvoir établi. Et l'occupation, c'est lorsqu'ils ont renversé le pouvoir, ils s'installent. Ça, c'est l'étape de l'occupation. Alors, je parle maintenant d'abord de mensonges au niveau de l'agression. Quand ils nous ont agressés, ils ont menti. Ils ont utilisé aussi le mensonge. Ils ne se sont pas présentés comme étant les vrais agresseurs. Ils se sont présentés comme étant
ils ont fait tout pour que le monde croit qu'il s'agit d'une affaire congolo-congolaise. Mais mes frères, à ce sujet, moi, je ne vais pas aujourd'hui dans ce débat faire beaucoup de théories. Ils ont présenté au monde entier, ils avaient présenté au monde entier la thèse selon laquelle l'AFDL, une affaire des Congolais avec un leader congolais qui a combattu la dictature de Mobutu pour renverser Mobutu. Et le peuple congolais, fort de ce mensonge, a accueilli les Rwandais sous les cris de vive les libérateurs. Mais en 2000, il y a eu un documentaire. Dans un documentaire Afrique en morceaux, que je vous présente comme ma première pièce à conviction dans ce débat, de Gianni El Tari, qui est sorti en l'an 2000, que vous connaissez, et que je vais remettre sur la circulation pour ceux des Congolais qui n'ont pas encore, ou qui ont oublié, ou qui n'ont pas encore vu ce documentaire. Dans ce documentaire, mes frères, ceux qui avaient présenté l'affaire comme étant une affaire congolo-congolaise, une guerre civile, mais comme chaque géant a sa faiblesse, la faiblesse des Tutsis, c'est leur orgueil. Par souci d'orgueil, je ne sais pas, jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas l'heureuse erreur qu'ils ont commise de faire ces témoignages publics qui met fin au débat. Parce que dans ce documentaire, Afrique en morceaux, 3 leaders Tutsi, Yoweri Museveni, Paul Kagame, James Kabarebe, font le témoignage. D'abord, Yoweri Museveni, il raconte avec dédain comment il est allé ramasser Laurent Désiré Kabila pour le mettre à la tête. C'est lui qui a choisi, c'est pas un Congolais. Il a dit, j'ai cherché, et il dit même, comme cela, en se grattant la tête, je crois que pour nous, Laurent Désiré Kabila qui parlait bien le Swahili convenait, et ils l'ont pris. Il dit, les Américains n'étaient pas d'accord, j'ai convaincu les Américains. Et je l'ai présenté à Paul Kagame, qui était le chef des opérations. Paul Kagame lui-même reconnaît avec autant de mépris qu'il a reçu Laurent Désiré Kabila. Son physique ne lui faisait pas confiance, mais comme il était recommandé par Museveni, il acceptait. James Kabarebe vient mettre la cerise sur le gâteau. Il dit lui-même dans ce documentaire que je vous invite à revoir, que je suis allé ramasser, c'est le mot qu'il a utilisé, ramasser les leaders politiques congolais par-ci par-là. Ils ne se connaissaient pas et ce n'était pas facile de les mettre ensemble pour qu'on présente quelque chose qui ressemble à une affaire des Congolais. Mes frères, moi je m'arrête là. Et j'ai dit, à partir de ce moment où les voleurs eux-mêmes avouent que comment ils ont organisé le vol et ils ont volé, quel débat voulez-vous faire encore devant le tribunal pour prouver qu'ils sont voleurs? Les gens qui nous ont agressés ont décrit eux-mêmes dans un document que nous tous nous avons en main comment ils ont préparé l'agression. En ce qui concerne l'occupation, parce que j'ai dit je vais parler avec des faits. En ce qui concerne l'occupation, en 1997, quand ils ont pris le pays, la situation que nous avons connue à partir de ce moment, c'est ça que moi j'appelle l'occupation. Mais cette situation a été déjà dénoncée. Parce que quand ils ont fait l'occupation, c'est-à-dire ils ont pris possession
de l'impérium dans notre pays. C'est eux qui ont pris le commandement réel de notre pays. Et cette situation-là, mes frères, moi j'ai sorti un document qui n'a pas beaucoup circulé, mais que je remets à votre disposition. Ces gens, ce document, c'est le témoignage de Laurent Désiré Kabila, qui lui est venu avec les Rwandais. Ce sont les Rwandais, disons plutôt mieux, ce sont les Rwandais qui sont venus avec lui. Le témoignage d'Afrique en morceaux est là. Ce sont les Rwandais qui l'ont pris, qui l'ont mis comme étiquette et l'ont amené. Et c'est que les trois responsables rwandais ont dit. Laurent Désiré Kabila le confirme dans un document. L'entretien qu'il a eu au Gabon après l'attaque du 2 août 1998. L'entretien qu'il a eu avec la communauté congolaise du Gabon nous fournissent beaucoup d'éléments que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous, qui nous enseignent et qui nous donnent toutes les indications sur ce que aujourd'hui la classe congolaise refuse de voir et refuse de débattre et refuse de prendre en considération, alors que c'est cela qui constitue le nœud même du problème. C'est pourquoi je préfère que nous puissions d'abord prendre 5 minutes pour écouter ce que Laurent Désiré Kabila dit dans ce document. Après avoir suivi ce qu'il dit, et je vous dis, pour vous situer, que ce qu'il est en train de dire là, c'est au Gabon, c'est certainement dans les années 99-2000, parce que c'est après la deuxième agression du 2 août, la deuxième agression rwandaise du 2 août 1998. Alors, suivons d'abord Laurent Désiré Kabila, et après, nous allons ensuite analyser ensemble, tirer les conséquences de ce court extrait de son adresse à la diaspora congolaise. Et j'ai compris qu'il n'était pas congolais alors. J'ai dit nous étions infiltrés alors. Infiltrés au sommet de l'État. Nous étions infiltrés alors. Infiltrés au sommet de l'État. Un ministre des Affaires étrangères, parce que l'armée qui s'est retirée était rwandaise. Un ministre congolais, un ministre d'État a disparu. Il a abandonné sa femme à Kinshasa avec les enfants. Vous voyez encore le problème avec les Congolais. C'est grave. Il vous laisse beaucoup de problèmes. Il est là et maintenant il crie qu'il veut venir. Le voilà devenu un chef de guerre de la rébellion. Et ils sont allés ramasser tous les autres rebelles que vous connaissez. Les Tambo Mwamba, les Zaïdi Ngoma, l'autre là, Londa Bouloulou, Wamba Diawamba, et vraiment une kermesse de gens, en tout cas corrompus et inutiles. Pardon, le Bizimakara, qui était mon ministre des Affaires étrangères, que je croyais congolais, à ma très grande surprise, quand j'avais demandé à cette armée de se retirer, et avait déjà fermé des valises, ils disent, leur armée se retire, ils se sentent en insécurité. Je dis, mais non, votre armée reste. C'est l'armée rwandaise qui se retire. C'est pas la vôtre. Mais ils ont disparu. Et j'ai compris qu'il n'était pas congolais alors. Parce que l'armée qui s'est retirée était rwandaise. Un ministre congolais, un ministre d'État a disparu.
un ministre des Affaires étrangères, j'ai dit, nous étions infiltrés alors. Infiltrés au sommet de l'État. Alors ainsi on aura pu découvrir des documents où Kagame dirigeait ces gens-là, où il complotait pour que les Tutsis prennent la tête de ce grand pays qui n'est pas le leur. Alors ça n'est trop, hein. Le pays ne leur appartient pas. Ils veulent en prendre la tête. Quoi? Mais c'est pas possible, ça a été très grave. On a vu tout ça, si seulement on l'avait su avant, ça aurait été bien. Mais le conflit a éclaté après. Ils tentent le conflit, ceux qui n'ont pas pu réussir avec le coup d'État, qui avait échoué le 2 août. Et maintenant, je le vois en train d'échouer encore. Notre peuple se défend, je suis très heureux que vous tous ayez pris conscience de la gravité de la situation pour nous mettre tous ensemble, tous les partis politiques confondus, chez nous. Tous les Congolais se sont ensemble derrière le gouvernement. Ils m'ont soutenu, je dois l'avouer très sincèrement. Et je ne sais même pas ce que je ferai pour les rendre. Mes frères, comme vous venez d'entendre et de voir ces aveux de Laurent Désiré Kabila, quand il le fait même en riant, moi ça me fait mal. Parce que c'est une situation extrêmement grave. Mais moi je relève de cet extrait. J'ai fait allusion, j'ai utilisé ce document dans le dernier livre que j'ai coécrit avec Patrick Mbeko, Stratégie du chaos et du mensonge. J'ai fait allusion à ce document où là-dedans, dans l'ordre de cet entretien, il fait même allusion aux discussions qu'il a eues avec Madame Albright et où il lui a raccroché le téléphone à l'oreille. Donc, quand on voit cet extrait que j'ai choisi pour notre réflexion d'aujourd'hui, je relève d'abord une chose, c'est que Laurent Désiré Kabila confirme que le pays est occupé. Il confirme que le pays est occupé. Il stigmatise l'imposture. Il stigmatise l'imposture comme étant la méthode que les Rwandais ont utilisée pour infiltrer notre pays. Vous avez vu comment il parle de son échange avec Bizi Makara, qui lui dit, Monsieur le Président, nous partons parce que notre armée se retire. Il dit à Bizi Makara, non, votre armée reste, c'est l'armée rwandaise qui s'en va. Mais quand il constate que Bizi Makara est parti, alors il dit, comme s'il se réveillait d'un sommeil hypnotique, il dit, c'est alors que j'ai compris qu'il n'était pas congolais. Voilà le drame, c'est ça mon frère, mes frères. Le drame partait de là. Et Bizi Makara n'était pas seul, mais Laurent Désiré Kabila dit, je me réveille et je me rends compte effectivement qu'ils n'étaient pas congolais, mais qu'ils étaient nombreux, qui avaient revêtu par imposture l'identité congolaise. C'est le problème et le débat que je poursuis aujourd'hui, parce que cette situation perdure aujourd'hui. Non seulement perdure, ça s'est amplifié aujourd'hui. 15 ans après, cette situation est devenue 10 fois plus grave. Tous ces gens sont revenus. Ils sont là. Laurent Désiré Kabila a eu un entretien très chaud
houleux. Dans un autre document, Yero Diandombasi fait la narration. Ça se trouve dans le documentaire Afrique en morceaux, où il a eu un échange houleux avec James Kabarebe, qui s'était présenté comme Congolais, chef d'état-major de l'armée congolaise. Mais lorsque Laurent Désiré Kabila a découvert tout ce grand complot, je ne lui fais pas un procès d'intention. Parce qu'il regrette, il le dit lui-même, je regrette si j'avais su avant. Il regrette. Ne l'avait-il pas réellement su avant? Oui ou non? C'est pas aujourd'hui que je vais faire son procès d'intention. Mais ce que je retiens, c'est que lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était piégé, il s'est réveillé, il s'est dressé et il a chassé ces gens. Mais il y a surtout un détail que j'aimerais relever. Laurent Désiré Kabila dit quelque chose d'extrêmement important. Je relève ça pour répondre à certaines critiques que les gens me font. Parce qu'aujourd'hui, je veux que nous puissions nous comprendre. Laurent Désiré Kabila dit « J'ai réalisé que nous étions alors infiltrés jusqu'au sommet. » C'est ce qu'il a dit au moins 3 fois dans l'extrait que nous avons tous vu. Nous étions donc infiltrés jusqu'au sommet. Mais c'est le chef de l'État qui dit. C'est l'homme qui dit ça, Laurent Désiré Kabila. Quand il disait ça, il était président de la République. Mais quand le président de la République se plaint devant ses compatriotes que je suis infiltré, le pays est infiltré jusqu'au sommet, alors que c'est lui le sommet, mais il ne faisait pas allusion à lui. Il voulait dire que bien que je suis chef de l'État, mais il y a les postes légaliens, les postes d'impérium qui font que je sois chef d'État, qui font que je sois le sommet, parce que ce poste-là constitue le sommet de l'État, parce que c'est eux qui donnent le pouvoir au chef d'État. Tous ces sommets étaient infiltrés. C'est la situation que nous relevons aujourd'hui. Quand nous disons, quand je dis à vous, frères congolais, que le problème n'est pas Kabila, Kanambe, pour ne pas faire la confusion. Le problème n'est pas Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Le problème n'est pas lui. Parce que même Laurent Désiré Kabila, à cette position-là, subissait déjà l'occupation. Vous comprenez cela? Ça veut dire que Laurent Désiré Kabila venait de réaliser qu'il y avait un système, tout le système du pouvoir était verrouillé, était infiltré, occupé par les étrangers. Voilà pourquoi je dis, ce n'est pas en disant simplement nous dialoguons, Kanambe de côté, et puis après nous prenons les choses, ça ne résout pas les problèmes. Parce que j'atterris sur la problématique la plus importante pour moi et vous. C'est la question que je vais poser. Mes frères, expliquez-moi, vous qui dites que Honoré Mbanda est en train de faire un débat de distraction. J'ai même entendu dernièrement un homme politique congolais qui est passé en Europe, en France. On lui pose la question sur les problèmes identitaires des leaders et de leurs femmes qui nous dirigent et qui prétendent nous diriger. Il répond, c'est de la distraction. Mais alors j'ai dit, nous sommes devant un danger. Lorsqu'un leader congolais, dans les circonstances actuelles, considère que le débat identitaire au Congo est de la distraction, alors j'ai dit, c'est peut-être moi qui ne comprends rien à la politique congolaise, ou alors nous n'avons pas, ou alors les autres ne sont pas à leur place. C'est pour ça que j'ai dit, débattons le problème. Que le leader qui dit que c'est de la distraction nous dise, est-ce que Laurent Désiré Kabila était dans la distraction? C'était le nœud du problème. Et là, c'est pour ça que j'ai dit, je reviens maintenant sur le problème de fond. Laurent Désiré Kabila, congolais, a découvert que par un complot des Rwandais,
le pays était infiltré et occupé, et a pris la décision de chasser les Rwandais. Il les a chassés, ces Rwandais sont revenus à l'attaque pour réoccuper le pays. Et si j'ouvre une parenthèse, parce que j'y reviendrai, s'ils ont échoué le 2 août, c'est parce que le peuple entier s'est dressé face à cette vague d'occupation. Le peuple. Et c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Face à ce système d'occupation qui était revenu le 2 août pour reprendre le pays, ce n'est pas le dialogue, ce n'est pas les élections, ce n'est pas le débat politique, c'était le peuple qui était sorti et qui s'est dressé. Et on voit à la fin de l'entretien, Laurent Désiré Kabila dire « Je ne sais même pas ce que je dois rendre à ce peuple qui m'a soutenu pour le remercier. » Donc il avait compris et il a répété ça à maintes reprises que c'est grâce au peuple qui était debout qu'on a pu résister à la vague d'occupation. Nous avons vu qu'une fois qu'on a recouru au soulèvement populaire, on a retenu l'occupation. Toutes les fois qui ont suivi, dialogue et tout, on n'a jamais réussi. Alors aujourd'hui, pourquoi ne revenons